Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Plusieurs milliardaires proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika arrêtés en Algérie. Un coup de filet dans le cadre d'une vaste opération anticorruption. L'enquête vise les oligarques qui ont fait fortune durant les 20 dernières années. Au Soudan, les contestataires suspendent les négociations avec l'armée. Depuis le renversement du président Omar el-Béchir, ils réclament la fin du Conseil militaire de transition et la formation d'un gouvernement civil. Et puis le festival de café a pris fin le 21 avril au Cameroun, l'occasion pour les experts de la filière de réfléchir à des solutions pour relancer le secteur en crise dans le pays. Mais d'abord, au Mali, Boubou Cissé a été nommé Premier ministre ce lundi 22 avril. Ministre de l'économie et des finances depuis 3 ans, il succède à Soumeïlou Boubeye Maïga. L'ancien Premier ministre a démissionné le 18 avril après une motion de défiance déposée à son encontre à l'Assemblée. Boubou Cissé devra désormais former un gouvernement de large ouverture. En Algérie, plusieurs milliardaires algériens ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête anticorruption. Des milliardaires qui ont fait fortune pendant la présidence de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Parmi eux figurent les frères Kouninef, proches de l'ancien président, à la tête d'un groupe qui pèse 300 millions de dollars. Ils ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête liée aux conditions d'obtention de marchés publics. On écoute Faisal Metaoui, journaliste. La justice algérienne a ouvert depuis un certain temps, notamment depuis le début du mouvement de contestation populaire contre le régime en place le 22 février dernier, une série d'enquêtes actionnées notamment par l'armée, par le commandement de l'armée, puisque le général Ahmed Salah, qui est vice-ministre de la Défense et également chef d'état-major de l'armée, a évoqué la nécessité de lutter contre les affaires de corruption, lutter également contre ceux, selon lui, qui ont transféré beaucoup d'argent des Algériens vers l'étranger d'une manière illégale et qui ont bénéficié de beaucoup de privilèges sans contrepartie. La justice, globalement, à la demande de l'armée notamment, voudrait poursuivre tous ceux qui ont détourné l'argent, puisque dans les marches populaires en Algérie, on a vu que les Algériens réclament la justice, réclament des comptes à ceux qui ont volé, selon eux, l'argent des Algériens. Et donc la justice et l'armée, ou l'armée à travers la justice, voudrait répondre positivement à ces demandes et à ces demandes de justice, bien que les juristes et certains analystes estiment que la lutte contre la corruption doit se faire dans un cadre serein et transparent et non pas dans un cadre qui peut ressembler à un règlement de compte. Au Soudan du Sud, la mise en œuvre de l'accord de paix reste en suspens. Un accord signé en septembre 2018 qui devait permettre la formation d'un gouvernement d'union nationale le 12 mai prochain. Seulement, le chef de l'opposition, Riek Machar, demande une prolongation de 6 mois. Nelly Claude Bessin. L'opposition sud-soudanaise a demandé le report de la formation du gouvernement de transition attendu en mai 2019. Cette requête de l'opposition s'accompagne d'une prolongation de 6 mois pour la mise en œuvre des prochaines étapes de l'accord de paix. Pour l'opposition, la précipitation à former le gouvernement d'union de transition le 12 mai est injustifiée alors que les questions en suspens, telles que l'unification des forces armées, les arrangements en matière de sécurité, le nombre d'États et la promulgation de la Constitution ne sont pas encore résolues. La formation du gouvernement de transition qui, dans le fond, est un gouvernement d'union nationale, doit être fait en réunissant tous les paramètres de chance et de réussite et ne pas être prise en otage par une ambition politique partielle et qui pourrait donner raison à l'opposition et ne pas se voir former le gouvernement de transition de façon précipitée. Le gouvernement sud-soudanais, quant à lui, a rejeté l'idée d'une prolongation, une attitude qui inquiète les observateurs sur l'effondrement de l'accord de paix signé en septembre 2018. Cependant, l'opposition a annoncé que le comité chargé de superviser les étapes initiales de l'accord de paix examinera la demande de prolongation de 6 mois. La demande de l'opposition doit être examinée avec attention, de sorte à ne pas franchir une étape capitale qui pourrait remettre en cause le processus de paix et qui a engagé tous les belligérants de la scène. Alors, ce qui fait que le côté gouvernemental est bien obligé de voir dans quelle mesure les griefs soulevés par l'opposition sont valables et nécessitent donc que soit reportée la formation du gouvernement de transition. Au Soudan du Sud, l'accord de paix signé en septembre 2018 en Éthiopie entre le président Salva Kiir et l'opposant Riek Machar a mis fin à 5 années de guerre civile et en fait près de 400 000 victimes et des millions de personnes déplacées.
Et dans l'actualité également, au Soudan, la contestation ne faiblit pas. Les responsables du mouvement ont suspendu les négociations avec l'armée et appellent à intensifier la mobilisation. Après le renversement du président Omar el-Béchir, les contestataires réclament la formation d'un gouvernement civil. Le chef du conseil militaire de transition, Abdel Fattah Bourhan, a promis de répondre à leurs demandes et de transférer le pouvoir au peuple. On écoute Siaka Koulibaly, analyste politique. Les contestataires ne sont pas du tout satisfaits par la tournure que prennent les événements après le départ d'Omar el-Béchir. Donc ils veulent vraiment opérer un changement de fond par la mise en place de personnalités totalement indépendantes du système d'Omar el-Béchir. Je pense que c'est pour cette raison que la contestation continue, malgré que Béchir soit parti du pouvoir. On a vu ailleurs où le peuple a fait une entière confiance aux dirigeants de la transition, comme au Burkina Faso. Cela a entraîné pas mal de difficultés par la suite. Donc ici, je crois que cela a éclairé les peuples algériens et soudanais dans la conduite donc, de ce changement de régime-là. Au Cameroun, la production de café enregistre de mauvaises performances. En 20 ans, la production a reculé de 130 000 tonnes à 25 000 tonnes en 2018. Les experts de la filière étaient réunis lors du Festival du café et du cacao à Yaoundé pour la relance du secteur. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Les experts réunis dans le cadre du FestiCoffee 2019 tablent sur l'urgence d'agir maintenant pour le café camerounais. Selon les statistiques, en 20 ans, la production nationale du café est passée de 130 000 tonnes à 25 000 tonnes, d'où l'urgence des réflexions sur la renaissance du café camerounais. Alors pour nous aujourd'hui, avec 90% de Robusta et près de 10% de la production d'Arabica, il est important de gagner un peu, de maintenir ce secteur, de consolider tout ce qui a été fait, mais consolider ces actions-là, c'est renforcer les producteurs, c'est-à-dire les rajeunir, c'est de mettre à leur disposition, de leur faciliter l'accès au matériel végétal approprié. Voilà un peu tout le concept aujourd'hui qui revient à agir pour le café. Oui, il est bon aujourd'hui d'agir pour le café parce que les jeunes commencent à s'intéresser à la production du café. Alors que les terres camerounaises sont fertiles et propices à la culture des variétés Arabica et Robusta, la filière café est confrontée à un ensemble de difficultés qui mettent à mal le secteur. Il s'agit notamment de la rareté des plants, l'indisponibilité des intrants et l'abandon des plantations dans les bassins de production. Parce que là, la matière végétale, les semences par exemple, il faut des bonnes souches. Mais quand même, un grand effort est fait là-dessus. Il y a par exemple le gouvernement et certains organismes qui mettent à la disposition des agriculteurs des semences quand même de bonne qualité. On vient vous donner des semences, vous faites votre pépinière, vous êtes sûr du processus et puis le premier intérêt est reçu dans ce sens-là. Pour les responsables du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, la filière café fait face à des enjeux multiples, dont le premier semble aujourd'hui être celui de sa propre survie. Il faut procéder à la sensibilisation des opérateurs et du grand public sur les opportunités d'affaires et des débouchés qu'offre cette filière porteuse. Et puis du sport pour finir, au Congo, l'équipe L'Étoile du Congo a remporté le derby de Brazzaville ce dimanche 21 avril. La sélection se retrouve deuxième de la Ligue 1 après sa victoire sur les Diables Noirs. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. L'Étoile du Congo a réalisé une véritable remontada pour venir à bout des Diables Noirs ce dimanche 21 avril 2019 lors du derby de Brazzaville. C'est pourtant les Yakadiamama qui ont ouvert le score par Costaud à la 30e minute. Au retour des vestiaires, les Noirs et Jaunes ont enfoncé le clou à la 49e minute par Prince Obongo. Mais les Stéliens ont vite réagi par la réduction du score sur ce pénalty transformé par Del Dingoï à la 57e minute et l'égalisation de Yann Mokombo à la 65e minute. Ce n'est pas fini car 3 minutes après, Del Dingoï a offert la victoire à son équipe en inscrivant son doublé. L'Étoile du Congo l'emporte par 3-2 à la satisfaction de l'entraîneur. Quelle que soit la manière, un derby se gagne, ça ne se joue pas. Aujourd'hui, il fallait jouer gros parce qu'en face, il y a l'histoire. C'est l'Étoile Diable Noir. Et moi, je dis, la deuxième mi-temps est superbe. C'est vrai qu'on donne un but cadeau, on peut l'éviter. Mais après, le mental. C'est ce mental-là qu'on veut pour faire grandir ces jeunes-là. Et surtout au plan tactique, ça a été super. Les Noirs et Jaunes ont manqué l'occasion de prendre le large sur leurs poursuivants. Mais l'entraîneur a imputé la mauvaise gestion de l'avance de 2 buts à l'inefficacité de son effectif actuel. C'est pas moi qui ai fait le recrutement. Je ne vais pas me cacher derrière ça. Mais si et seulement si le club me gardait en fin de saison, je ferai mon propre recrutement. Et il y a beaucoup de joueurs que je verrai leur cas. Ce qui s'est passé cet après-midi, pour moi, que ce soit mon staff et les joueurs, c'est une vraie faute professionnelle.
Grâce à cette victoire à l'arraché, l'Étoile du Congo occupe la deuxième place du classement provisoire avec 29 points et une meilleure différence de but par rapport à son adversaire du jour qui compte le même nombre de points. L'AS Otoo demeure leader avec 44 points à l'issue de la 16e journée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.